Emmanuel Ratier, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour Égalité et Réconciliation. Alors dans un premier temps, je vous demanderai de vous présenter et d'expliquer un peu votre parcours et ce qui vous a amené à votre production d'enquête et votre travail de recherche. Donc j'ai 53 ans, je suis né à Avignon. Dès l'âge de 15 ans, j'avais envie de devenir journaliste. Donc je suis diplômé du Centre de formation des journalistes de la rue du Louvre à Paris et je suis diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Par ailleurs, dès l'âge de 15 ans, j'ai eu une activité militante assez intense dans les milieux nationalistes. Et je me suis rapidement intéressé un peu au-dessous des choses, au-dessous des cartes. Et je me suis rapproché de quelqu'un, j'habitais en province, j'habitais à Rouen, où je donnais des cours de formation à des gens qui étaient plus jeunes que moi, voire plus âgés. Il m'a toujours semblé qu'il fallait que les gens puissent se former politiquement, idéologiquement, sociologiquement, pour ne pas dépendre de la télévision ou des radios. Voilà. Donc je me suis rapproché de Henri Coston. Henri Coston a été mon témoin de mariage. C'était un personnage tout à fait exceptionnel qui était une espèce de mémoire de la vie politique française, qui a écrit une centaine d'ouvrages, un dictionnaire de la politique française, qui a écrit Les financiers qui mènent le monde, la synarchie, enfin qui s'intéressait à tous les groupes de pression qui pouvaient exister. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans l'histoire du mouvement nationaliste des années 30 et de la Seconde Guerre mondiale et des années 50. Donc c'est différent de la démarche que je peux avoir, puisque à son époque il n'y avait pas l'ordinateur, on avait des sources qui étaient relativement limitées, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ce genre de choses. Mais quand j'ai commencé à travailler dans les années 70, en gros à partir de 73, travailler, c'est-à-dire constituer un fonds documentaire, il n'y avait pas du tout ce dont on dispose aujourd'hui. Donc j'ai constitué une énorme documentation sous forme papier, essentiellement sous forme de dossiers, par exemple par parti politique, par organisation, par groupe de pression, également une très importante documentation biographique, c'est très simple, donc allant de A à Z. Voilà. Donc qui est constitué essentiellement de coupures de journaux, de notes, de documents internes, de documents publics, de tout ce qu'on peut penser d'interviews, etc. Et donc il y a des gens qui disent que je fais des fiches, je fais absolument pas des fiches. C'est-à-dire qu'à force de découper les journaux, on finit par avoir un certain nombre de renseignements, un certain nombre de choses qu'il faut ensuite recouper pour les vérifier, les associer et les mettre en perspective. Un des grands problèmes qu'il y a souvent, c'est que sur Internet, les gens n'ont souvent pas assez de recul. C'est-à-dire qu'ils vont, un peu comme dans les journaux, on va prendre pour argent comptant ce qui est publié sans étudier la source, sans savoir si la source est fiable. Parce qu'une source peut être fiable dans tel ou tel domaine. Il faut savoir quelles sont les pressions qui peuvent exercer sur telle publication. Ce que tel journaliste peut dire. Est-ce qu'un journaliste est sérieux? Est-ce qu'un journaliste fait un travail de complaisance? C'est toutes ces choses-là qui permettent, en plus, avec des recoupements, de permettre de faire un travail sérieux, et en particulier, je suis plutôt un spécialiste des biographies d'hommes politiques, des grands banquiers, des hommes d'affaires, des syndicalistes, des hommes d'église, enfin un peu toutes les personnalités françaises qui peuvent compter à un moment ou à un autre, et même les artistes quand ils signent des pétitions, qu'ils ont des prises d'opposition politique. Voilà. J'ai toujours fait un travail politique, je m'en cache pas. Et je dirais que mon travail a été subordonné à ce travail politique. C'est un travail de réinformation qui est très important, mais qui s'est toujours inscrit dans un axe, dans une lignée qui était, pourrait-on dire, nationaliste, populiste, antimondialiste, antifinancier et anticapitaliste. Anti-oligarque. Voilà, oui, mais tout ça, c'est des notions assez nouvelles. Moi, à l'époque, quand j'ai pu être engagé dans des mouvements nationalistes, dans ma jeunesse, il y avait il y avait le bloc soviétique, donc on était très anticommuniste, notamment parce que le Parti communiste était très puissant en France.
Depuis, son influence s'est énormément réduite. On était au lendemain de mai 68, donc il y avait une présence gauchiste qui était extrêmement importante. Donc je dirais que c'était surtout de l'activisme. Bon, j'ai participé à d'innombrables collages, distribution de tracts, bagarres, tout ce qu'on voudra, mais pas bagarre parce qu'on était attaqué. Et c'était en particulier à Rouen, où il y avait un certain nombre de membres du comité central de la Ligue communiste, des trotskistes. C'était extrêmement violent et il y avait toutes les semaines des bagarres à coups de pavés. Quand on faisait des collages la nuit, on était attaqué par des voitures aux manches de pioche avec des rasoirs, etc. Ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui, où d'ailleurs de temps en temps je le raconte, ça me permet de le raconter aujourd'hui, y compris en face, personne n'aurait eu l'idée d'aller porter plainte contre qui que ce soit, on se battait la nuit, et puis le lendemain matin on se regardait en ricanant, en regardant les bleus des autres. Alors qu'aujourd'hui, je dirais que les gauchistes ou les antifascistes, l'antifasciste c'est la pensée des imbéciles, c'est une pensée totalitaire qui évite de réfléchir aux véritables questions. Et donc ces gens-là sont extrêmement frileux. Donc si on leur donne une claque, ils vont aussitôt porter plainte. Et il se trouve des juges du syndicat de la magistrature qui aussitôt vous condamnent à de lourdes amendes, voire des peines de prison. À l'époque, c'était violent, mais je dirais qu'il y avait une espèce de virilité de part et d'autre qui posait aucun problème, qui était d'ailleurs très amoindrie par rapport à tout ce qui avait pu se passer dans les années 30. On oublie qu'il y a eu des dizaines et des dizaines, voire des centaines de morts, aussi bien à l'Action française, chez les Croix de Feu, mais également chez les militants communistes, à la SFIO. Bon, les gens s'accrochaient violemment. Et ce côté militant et activiste a largement disparu, aussi bien à droite qu'à gauche. Je note aussi que vous avez contribué et travaillé dans différents journaux, dont le Spectacle du Monde, le Figaro Magazine, National Hebdo, Crapouillot, Valeurs Actuelles et Minutes. Oui, alors je dirais que je me suis un peu extrémisé à mesure que je travaillais. C'est-à-dire qu'en fait, Valeurs Actuelles et les Spectacles du Monde, où j'ai commencé ma carrière, étaient des journaux, on peut dire, de type conservateur, et où il y avait quand même un certain nombre de gens intéressants qui provenaient essentiellement des milieux de la Nouvelle Droite et du Grèce. Je pense à Alain de Benoît, Michel Marmin, Christian Durand, des gens comme ça. Il y avait beaucoup de Jean-Claude Vallat, des gens comme ça. Il y avait beaucoup d'idées qui pouvaient circuler, et donc il y avait une émulation. Par exemple, le Figaro Magazine, qui a été monté par la Nouvelle Droite, a été monté par Louis Pauwels, qui a fait confiance à un certain nombre de gens. J'ai travaillé avec lui, c'était des gens très intéressants, et à l'époque, il y avait peut-être moins de politiquement correct. Bon, évidemment, jusqu'au jour où M. Beuchelin-Manchet et M. Lévy ont appelé Robert Hersan en lui disant « On vous coupe la publicité pour l'ensemble des titres du groupe Hersan si vous ne virez pas cette équipe extrêmement dangereuse du Figaro Magazine ». Donc, tous les gens qui y étaient ont été licenciés, petit à petit ou en bloc. Mais à l'époque, le Figaro Magazine vendait à 600-700 000 exemplaires le week-end. C'est-à-dire qu'il se vendait plus que le Figaro. Et c'était pas du tout le journal que c'est devenu aujourd'hui, qui est une espèce de la jet set, enfin de la grande bourgeoisie conservatrice française. Il n'y a plus aucun débat d'idées à l'intérieur. C'est plutôt un art de vivre et des publicités pour des chaussures à 1500 € et des sacs à 4000 €. Quoi. À l'époque, ça n'avait rien à voir. C'était un journal qui voulait essayer de créer un véritable débat culturel et de montrer qu'il pouvait y avoir une pensée intelligente dans ce qu'on appelait à l'époque la droite ou la nouvelle droite. Même si, je le répète aujourd'hui, ces questions de droite ou de gauche ont beaucoup moins de sens. Parce que, bon, il y a eu la chute du bloc soviétique, les États-Unis ont recréé un pseudo-ennemi avec le prétendu choc des civilisations avec l'islam. Et donc c'est complètement... ils ont recréé un ennemi, mais ça fonctionne quand même moins bien en France. Et en fait, le débat, il se situe essentiellement, en particulier à cause de l'intégration européenne, de l'adoption de l'euro, de la crise financière qui était provoquée par les responsables des produits dérivés aux États-Unis et dans les paradis fiscaux. On pourrait dire que le grand débat, il est entre mondialisation et anti-mondialisation. En fait, il est soit pour l'enracinement face à la finance cosmopolite, pour simplifier les choses, même si ces termes sont qu'approximatifs. Voilà. Donc je dirais que les barrières ont changé.
on peut dire, par exemple, en France, qu'il n'y a aucune différence, pratiquement aucune. En fait, il y a l'épaisseur d'un papier de cigarette entre, par exemple, entre François Hollande et Jacques Chirac. On l'a vu récemment, c'était pas du tout une blague quand Jacques Chirac a dit je vais voter François Hollande. Jacques Chirac est quelqu'un qui a d'abord été militant communiste, je lui reproche pas. Enfin, il a été arrêté, il était sur les fiches parce qu'il a signé l'appel de Stockholm, il vendait l'Humanité dimanche, etc. Et il a été formé par des radicaux socialistes en Corée, notamment Charles Spinas d'ailleurs, qui avait été un péténo collaborationniste, quoi. Bon. Et Hollande, il s'inscrit exactement dans cette veine. Il suffit de regarder Hollande pour voir que c'est un politicien de la 4ème République. Il a rien de moderne comme Dominique Strauss-Kahn. D'ailleurs, je vois qu'en 95, vous avez écrit un ouvrage sur Jacques Chirac, une enquête. Le vrai visage de Jacques Chirac, les secrets d'un président. Oui, c'est-à-dire que c'était une petite plaquette d'environ 90 pages pour présenter un peu un portrait un peu différent de ce qu'on voyait dans les ouvrages très convenus sur Jacques Chirac et présenter un peu son entourage. Je l'ai fait pour d'autres personnages. Si j'avais le temps, je pourrais le faire. J'aurais pu le faire pour Nicolas Sarkozy, je pourrais le faire à chaque fois pour un certain nombre de ministres. J'avoue, je manque de temps, terriblement de temps. Voilà. Alors, pour reprendre sur mon parcours, donc j'ai travaillé pour un certain nombre de journaux. Petit à petit, j'ai été marginalisé parce que, en fait, il y a eu les groupes de presse ont été rachetés par des industriels, ont été rachetés par des entreprises du CAC 40. Par exemple, l'exemple type, c'est Dassault qui contrôle le Figaro, les Échos qui sont possédés par d'autres, en fait, etc. Il y a quasiment et toute la presse de province est contrôlée par des banques. Le Crédit Mutuel, les banques populaires, etc. Ce qui fait qu'en fait, les journaux dépendent de groupes qui sont beaucoup plus importants qu'eux, qui en fait s'offrent une espèce de danseuse, mais qui peut leur être utile en matière d'influence. Mais les journaux en France, enfin les grands journaux d'information, je parle pas de la presse spécialisée, pèsent extrêmement peu dans la recomposition du capital en France. Voilà. Et donc il y avait de moins en moins de liberté. D'un autre côté, par ailleurs, les gens qui travaillaient comme moi ont été de plus en plus marginalisés. Pour vous donner un exemple récent, moi, ça fait 2 ans que je disais qu'ils allaient être virés. Ben là, en vue de l'élection présidentielle de 2012, depuis 1 mois, il y a eu une épuration totale des radios de la enfin, pas encore totale, mais très importante des radios de la télévision. C'est-à-dire que tous les esprits libres, entre guillemets, anticonformistes et de droite, ont été renvoyés, exclus, soumis au silence, tout simplement parce qu'ils pouvaient être de droite, mais ils ne roulaient pas pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy nomme les patrons des grandes chaînes de télévision, a une influence énorme auprès des autres patrons des chaînes de télévision privées, dans les radios, etc. Ce qui fait que vous avez eu coup sur coup, vous avez eu Frédéric Tadei, son émission qui était quotidienne, qui était réellement anticonformiste, est devenue hebdomadaire, sans doute disparaîtra-t-elle par la suite. Vous avez l'émission de François-Olivier Gisbert, qui faisait également venir des gens intéressants, par exemple, comme Marc-Édouard Nab, qui ont été éliminés. Tadei, par exemple, faisait venir Soral. Vous avez l'élimination d'Éric Nolot, d'Éric Zemmour, et la dernière en date, c'est celle de Robert Ménard. Donc tous ces esprits qui n'étaient pas parfaitement dans la ligne du politiquement correct, du prêt-à-penser, de l'idéologie droit de l'hommesque, etc., tous ces gens-là sont éliminés. Moi, je l'ai subi à un autre niveau. Bon, en plus, j'ai fait l'objet d'un certain nombre de campagnes de calomnie, évidemment, en particulier sur Internet, tout simplement parce que j'étais quelqu'un de gênant. Moi, j'ai été sidéré quand j'étais tout jeune journaliste, c'est-à-dire en gros, en 84, j'avais 3 ou 4 années d'expérience dans la presse, j'étais déjà écouté, et donc je figure dans les écoutes de Mitterrand, les 4400 personnes qui étaient écoutées en France, moi je suis dedans. Alors que par exemple, quelqu'un comme Jean Montaldo, dont tout le monde parle et tout le monde dit que c'est un type extraordinaire, il n'a jamais été écouté parce qu'il ne représentait aucun danger pour le pouvoir socialiste. Alors que moi j'ai été écouté. Et d'ailleurs j'ai été partie civile, on allait jusqu'en appel, et puis après j'ai laissé tomber en cours de cassation parce que ça coûtait trop cher, et que face à l'État, on n'a pratiquement aucune chance de gagner. Mais moi j'ai été écouté. J'ai d'ailleurs été extrêmement surpris. Mais inutile de dire que par la suite, que ce soit la droite ou la gauche, dès qu'il a s'agi que je me replace dans un grand journal, j'étais aussitôt bloqué. Par exemple, je devais rentrer au Figaro, puisque je connaissais le secrétaire général qui appréciait mon travail, avec qui j'avais
travailler à Valeurs Actuelles, c'est l'entourage de Charles Pasqua, voire Charles Pasqua lui-même, qui a téléphoné au patron du Figaro en lui disant « Vous engagez pas Ratier ». Voilà, ça m'est arrivé à toute une série d'endroits où tout paraissait être sur des roulettes, tout bien marché, et en fait, où au dernier moment, on disait non, monsieur Ratier, on ne peut pas vous prendre. Bon. Donc comme j'en avais un peu assez, en 96, j'ai fini par monter mon propre bulletin qui s'appelle Feuille d'Occultement. Alors là, personne ne peut rien me faire. Donc tout ce que c'est des faits, des documents, il n'y a pas de commentaires, des faits, des documents. Et donc j'ai eu quelques rectificatifs. En 17 ans, j'ai jamais eu un seul procès et j'en suis au 317e numéro. Alors qu'à chaque fois, il y a des informations totalement exclusives qui vont être ensuite pillées, reprises, exploitées par d'autres journaux. Voilà. Là, j'ai vu par exemple cette semaine dans Le Point ou dans l'Express, il y avait, c'est pas grand-chose, mais il y avait tout un article sur le logo du blouson de Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook. C'est un truc que j'ai sorti il y a 6 mois. Et eux, ils le découvrent. Il y a tout le temps des informations que je sors. En fait, moi, j'ai pas honte quand je relis ma lettre, même 5 ans ou 6 ans en arrière. Je trouve que mes articles sont bons, mes informations sont bonnes. Et il est très rare qu'une information se révèle fausse par la suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je continue à en vendre d'anciens numéros et que moi, je vis qu'avec mes abonnés et mes abonnés me sont très fidèles. J'ai un très fort taux de réabonnement. Voilà. Oui, vous êtes régulièrement, on va dire, pillé par le milieu journalistique sans jamais être cité. En plus. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Quand j'ai déjà publié 2 tomes. C'est un travail de chien, c'est un travail d'esclave, c'est tout ce qu'on voudra. Les 2 tomes de mon encyclopédie politique française, ça représente 30 ans de documentation. Chaque tome, ça représente entre 40 et 60 livres normaux, parce que j'écris très petit, en petits caractères, etc. J'ai fait par exemple la biographie d'Olivier Besancenot, le patron à l'époque de la Ligue communiste révolutionnaire. Et il se trouve que j'avais un ami qui connaissait un commissaire de police à qui il avait offert mon encyclopédie pour Noël. Et c'est ce commissaire de police qui s'est occupé de l'affaire du taser, c'est-à-dire le patron de la vente des tasers, ces pistolets électriques en France, avait fait espionner Olivier Besancenot. Donc il s'était adressé à une officine de basse police ou de détectives privés, mais maintenant on fait des dossiers. Et ils ont donc constitué notamment une biographie d'Olivier Besancenot. Après, ils sont allés regarder ses comptes, espionner sa compagne, essayer d'avoir le code de son entrée, voir ses comptes. Moi, c'est pas des choses que je fais. Moi, je travaille à partir de documents publics et de documents ouverts. Mais le commissaire de police, que j'ai jamais rencontré évidemment, a dit à mon ami, tu diras à Ratier, puisqu'il s'était occupé du dossier qu'il avait lu la biographie, il lui a dit, tu verras, tu pourras lui dire, la biographie qui figure dans le dossier qu'on a saisi, c'est l'intégralité de la biographie que Ratier a publiée dans son encyclopédie de la politique française. Sauf qu'il l'avait facturé 1700 € pour une biographie et que moi, mon livre, il vaut 90 €. Donc c'est là où on voit la différence. C'est un travail qui est utilisé par énormément de gens. Et c'est vrai que je ne suis jamais cité, je suis jamais vendu en librairie, je suis interdit de vente à la FNAC, c'est-à-dire que je fais l'objet d'un Beruf Verbot, enfin une interdiction d'exercer. Je suis interdit à la librairie du Sénat, je suis interdit à la librairie de l'Assemblée nationale, je suis interdit chez Virgin. Et quand je dis interdit, c'est-à-dire que je suis interdit. C'est-à-dire que, par exemple, le premier volume de mon encyclopédie politique française, il a été mis en vente à la FNAC. Et au bout de 10 jours, alors que ça se vendait très bien, qu'ils m'avaient commandé des nouveaux livres, ils m'ont dit on ne peut plus vous vendre. Et ils m'ont renvoyé les exemplaires qu'ils m'avaient déjà payés. En me demandant de les rembourser, là je leur ai dit vous exagérez, je ne vous rembourse pas. À la librairie de l'Assemblée nationale, j'ai été retiré de la vente au bout de 3 semaines. Parce que évidemment, je disais des choses exactes, mais dérangeantes. C'est-à-dire que c'était pas le wouzou, ni tous les annuaires du style trombinoscope, annuaire de complaisance. J'ai rencontré par exemple la première femme de Mouillot, qui était maire de Cannes, qui était franc-maçon, qui était un responsable du Parti républicain, un gros magouilleur, un escroc. Et sa femme m'a dit, qui avait plus aucun rapport avec lui, sa première femme, m'a dit, c'est absolument incroyable, dans votre livre que j'ai lu, la biographie de mon ancien mari, c'est exactement tout ce qu'il voulait cacher. Et j'en ai eu énormément d'exemples comme ça, de gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit, mais c'est tout ce que cette personne voulait cacher. Et pourtant, bon, je ne m'intéresse pas aux histoires de pissotières, quoi. Je raconte, je ne loue ni ne blâme, je raconte. Vous voyez, c'est beau marché. Je raconte des choses que les gens oublient.
Et les notices, par exemple, de Wikipédia sont d'une part truffées d'erreurs, et surtout, il n'y a jamais ce qui est un peu intéressant, parce que la plupart, par exemple, des biographies qui figurent sur Wikipédia ou sur Internet sont faites à partir de sources officielles peu rares, ou des sources qui sont déjà sur Internet. Moi, je lis pratiquement tous les quotidiens nationaux, je lis la plupart des publications spécialisées en matière de politique, je lis tous les journaux économiques, je lis énormément de choses, mais par exemple, je lis, pour donner qu'un exemple, je lis toutes les semaines Actualité Juive, qui est la revue, le principal hebdomadaire de la communauté juive en France. Bon. Donc, tous les gens qui vont parler devant le patronat, l'association des patrons juifs de France, ça existe. Hein. Il n'y a pas l'association des patrons français de souche de France, mais l'association des patrons juifs de France, tous les ministres y vont, les députés y vont, etc. Bon. Vous avez les voyages en Israël, vous avez les comités de soutien pour le bien-être du soldat israélien, ça existe, hein. APSI, Association pour le bien-être du soldat israélien. Bon. Donc moi, tout ça, je découpe et je note qui en fait partie. Et donc après, c'est moi, par exemple, que tout le monde cite toujours, parce que c'est moi qui avais les coupures de journaux et personne d'autre. On peut les trouver, mais les gens ne les archivaient pas. C'est moi qui racontais, en donnant les référents, que Dominique Strauss-Kahn, quand il se levait le matin, il disait « Qu'est-ce que je peux faire pour Israël quand je me lève ?» Donc j'ai donné la référence, c'est paru dans tel journal, c'était avant l'existence d'Internet, donc évidemment les gens n'ont pas les coupures. Et donc c'est ce genre de choses que je fais. Et donc ça, c'est gênant, parce que c'est exact, mais on préférerait que ça ne soit pas rapporté. D'ailleurs, en parlant de la communauté juive, vous avez écrit un ouvrage d'enquête qui est assez unique, parce qu'en France, je pense que c'est le seul qui aborde ce sujet, au sujet de la loge juive du Bnei Brit, la loge maçonnique. Oui, alors je vais vous dire, c'est le seul livre dans le monde. Hein. Oui, c'est ce que Donc, si vous voulez, il y avait quelques plaquettes sur la question, et il y a un ou deux livres qui existent sur la question, qui ont été écrits par des membres du Bnei Brit ou qui ont été commandés par le Bnei Brit. Voilà. Donc le Bnei Brit, c'est une organisation qui est totalement inconnue. C'est une organisation, c'est la plus ancienne organisation juive du monde. Elle remonte de tête aux alentours de 1840. Elle est organisée à la manière de la franc-maçonnerie, avec des loges, avec des grades, avec des rites, avec des tabliers, etc. Même si aujourd'hui, ils ont abandonné une partie de cet apparat. Et c'est l'organisation juive la plus grande internationale. Ils ont de l'ordre d'1 million de membres. Ce qui est très important par rapport à l'ensemble de la communauté juive, qui est quand même assez réduite. C'est une population qui est équivalente à celle des Basques, hein. C'est 15 millions de personnes dans le monde, c'est pas grand-chose. Bon, et ils ont une organisation qui regroupe entre 800 000, 850 000 et 1 million de personnes. Et moi, j'adore m'intéresser à ce genre de sujet, parce qu'il n'y a rien sur le sujet. On ne peut avoir que des ennuis en parlant, et théoriquement, on ne peut rien trouver. Alors moi, je me suis intéressé au sujet, j'ai trouvé quand même beaucoup de choses, puisque j'ai réussi à trouver un endroit où ils avaient leur revue interne, un certain nombre de plaquettes qui avaient été publiées sur eux, j'ai eu un certain nombre de documents d'éloges, j'ai eu toutes sortes de choses qui m'ont permis de publier un ouvrage assez intéressant sur la question, exactement comme j'ai écrit un livre sur les militionnistes, à la fois en France, en Europe et dans le monde, où ça a été très très gênant, puisqu'il y avait des photos qui n'avaient jamais été publiées dans un seul journal, qui montrait les organisations du Bêta autorisées en Allemagne en 1938, qui étaient pratiquement dans des uniformes identiques à ceux des jeunesses hitlériennes, avec des tambours, des drapeaux qui avaient le droit de défiler dans la rue, quoi. Donc ça a provoqué même une crise à l'intérieur même du Bêta en France, parce que moi j'ai rencontré un certain nombre de, je crois on dit des Bétarim, qui étaient écœurés, parce qu'on leur avait toujours raconté une autre histoire. Alors je cherche pas systématiquement à m'attaquer à une organisation, à la critiquer. Je raconte une histoire, mais j'essaye de présenter les éléments positifs et les éléments négatifs. Moi, je prends pas. Vous trouverez jamais un jugement de valeur dans aucun de mes livres. Quand je m'intéresse au Club Le Siècle, je fais la biographie des membres, je raconte qui sont ces gens-là, et on se rend compte, tout lecteur qui lit ce livre se rend compte qu'il y a un problème, parce qu'il y a 500 personnes qui s'y rencontrent, et ces 500 personnes ont 90 à 95% du pouvoir réel en France. Donc, comme je doute que ça soit un club de bridge ou un club de bienfaisance, ils se réunissent dans d'autres buts. Bon. C'est ça qui est important, que les gens ne soient pas dupes de ce qui leur arrive, qu'ils ne croient pas à la démocratie, pour être très clair, et qu'ils comprennent bien que la démocratie, en France, n'est qu'un mot qui est utilisé pour couvrir les agissements de la finance internationale. C'est exactement ça.
À propos de la loge du Nébrit, est-ce que vous pensez, comme le docteur Cardassac, on pourrait la considérer comme la loge des loges? Non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que, si vous voulez, moi je pense qu'il y a des réseaux. Je crois pas qu'il y ait une espèce de pyramide, si vous voulez. Je crois pas qu'à la tête. C'est là en quoi moi je suis pas du tout complotiste. Si vous voulez la théorie du complot. Je ne pense pas qu'il y a une espèce d'immense, un grand marionnettiste, une espèce de Ben Laden caché qui manipulerait l'ensemble des événements qui se passent dans le monde. Chaque personne a son libre arbitre, les groupes peuvent avoir des stratégies différentes. Par exemple, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, à l'intérieur d'une même obédience, il peut y avoir des stratégies de pouvoir, et surtout entre obédiences, notamment en France, ils se détestent, ils peuvent se combattre. Bon. Même si dans certains cas graves, mais qui ne les mettent pas directement en cause, ils peuvent s'entendre pour faire passer un certain nombre de lois. Mais il n'y a rien d'automatique. Si vous voulez, pour par exemple prendre l'exemple, je reviens à l'exemple du siècle, ce sont des gens, ils n'ont pas de cagoule, ils n'ont pas de tablier, et pour qu'ils fassent quelque chose, on ne leur met pas un pistolet sur la tempe, quoi. Ça se passe, je ne vais pas dire à la bonne franquette, mais c'est un milieu, c'est un réseau. Ce sont des gens dont les enfants se marient entre eux, ils sont issus des mêmes écoles, ils se fréquentent dans les conseils d'administration, ils sont dans les ministères, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont administrateurs des sociétés du CAC 40. C'est un réseau. Et un réseau, c'est quelque chose qui est vivant. C'est-à-dire que pour moi, je dirais que ça se développe, si vous voulez, ça se développe à la manière d'un cancer. Mais ça se développe absolument pas avec un qui va faire deux, qui va faire quatre, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne en eux avec deux sous-chefs, puis ensuite quatre sous-sous-chefs, etc. Et à la fin, la population qui obéit. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Les techniques modernes de communication fait que c'est plus du tout utile. Et à la limite, il y a toutes sortes de choses qui fonctionnent sans même que quelqu'un soit là pour faire régner le politiquement correct. Je vous explique, c'est extrêmement simple. Vous faites un dîner où vous sélectionnez pas les gens que vous invitez à dîner, c'est-à-dire, je pense pas vos amis. Donc vous invitez un peu vos amis, puis d'autres personnes, vous invitez des relations de travail, etc. Et puis il y a quelqu'un qui va faire une remarque sur Israël. Et ben, même s'il y a des gens de la communauté israélienne, ils vont pas forcément faire de remarques. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a même pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui fasse partie de la communauté israélienne pour qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui se lèvent de table en disant c'est scandaleux de dire ça. Vous voyez, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est-à-dire qu'ils ont intégré à l'intérieur d'eux-mêmes, de leur inconscient, qu'il y a des choses à ne pas dire. Et que donc il faut une censure de la parole. Même si le propos n'est pas violent. Si vous dites c'est scandaleux qu'il y ait un mur en Israël, ou par exemple qu'Israël est une nation coloniale, vous voyez, des choses comme ça, des choses dont on peut parler, dont on peut discuter. Il y a quelqu'un qui va se lever de table en disant je quitte cette table, c'est scandaleux, et à la limite il va dire je vais aller au poste de police vous dénoncer, quoi. Voilà. Concernant les réseaux de pouvoir, on peut quand même faire remarquer sans parler d'un marionnettiste, qu'il y aurait quand même un groupement de familles qui depuis assez longtemps se transmettent comme une idéologie. Il faudrait remarquer par exemple les Warburg, Rockefeller, Rothschild. On voit que depuis très longtemps on parle de gouvernance mondiale. Warburg avait bien dit qu'il fallait qu'un jour ou l'autre on aurait un gouvernement mondial et que il faudrait que le monde l'accepte, soit ce serait par la violence ou par adhésion. Et ça c'est redondant, on voit que depuis quand même quelques décennies, voire même quelques siècles, c'est une idéologie qui est ce village mondial, cette république mondiale. Alors ça peut être distillé par quelques familles, et petit à petit, via la franc-maçonnerie, tous ces réseaux de connivence et affairistes, ça devient comme le fond, le bruit de fond d'un mouvement qui en marche. Alors je vais vous dire, c'est possible, mais ça me dépasse. Je suis très modeste là-dedans. Moi, je travaille uniquement sur des documents, si vous voulez. Je travaille sur des éléments. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de déclarations, mais il y a eu des déclarations d'autres personnes qui ne se sont pas réalisées, si vous voulez. J'ai jamais rencontré, moi, quelqu'un qui me dise je complote pour instaurer la gouvernance mondiale.
Moi, je ne connais pas. Il y en a peut-être. Il se trouve que moi, je les connais. Donc, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas gloser ou faire des théories qui ne se fondent pas sur ce que j'ai pu vérifier. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui tendent à donner de la véracité à ce que vous me dites. Mais je ne suis pas à un niveau, moi je suis très modeste. En plus, je m'intéresse qu'à la France. Donc je ne suis pas à un niveau de connaissance suffisant pour pouvoir parler de grands phénomènes mondiaux, même si il est évident que on peut considérer par exemple que le siècle est la section française de l'hyperclasse mondialisée. Bon. Mais si vous voulez, par exemple, c'est exactement comme la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, certains historiens, y compris francs-maçons, vont vous dire c'est la franc-maçonnerie qui a fait la Révolution française. Moi, je vous dirais, il est évident, on voit les Philalèthes, on voit des congrès qui ont eu lieu à Paris, les Illuminés de Bavière, etc. On voit que ce sont des gens qui ont provoqué la Révolution française. Mais, par la suite, je pense qu'un certain nombre de francs-maçons ont été totalement dépassés, et d'ailleurs, un certain nombre ont été guillotinés. Donc, vous voyez, on peut provoquer en utilisant une situation. Il faut savoir, par exemple, que la prise de la Bastille, c'est extrêmement simple. On le sait aujourd'hui, enfin on le sait depuis très longtemps, il y a le nôtre, il y a des gens comme ça. La prise de la Bastille a été déclenchée par un entrepreneur en démolition qui voulait obtenir la destruction de la Bastille et qui ne l'avait pas obtenue parce qu'il y avait une espèce d'appel d'offre de marché, un appel d'offre qui avait été lancé, il ne l'avait pas obtenu. Et donc, pendant les 10 jours qui ont précédé la prise de la Bastille, on a son nom, etc., il paye des gens pour faire de l'agitation et dire « faut aller à la Bastille, faut aller à la Bastille ». Et c'est lui qui récupère donc la destruction de la Bastille ensuite, et il fait fortune parce qu'il invente un des premiers gadgets, enfin on pourrait dire, un des premiers souvenirs touristiques. Il décide, dans les pierres de la Bastille, dans toute une série, il fabrique des petites Bastilles. Et donc il va vendre au prix fort aux gens qui viennent à Paris pendant toute la Révolution française. Alors, il y a des gens qui poussaient derrière à la roue, et puis il y a aussi des éléments déclencheurs. Vous voyez, l'histoire, pour moi, n'est écrite nulle part. Donc, il y a des moments où ça peut se déclencher. Si vous voulez, on peut essayer 10 fois de faire quelque chose, ça va rater 9 fois, la 10e, ça va fonctionner. Vous voyez, c'est pas parce que même quelqu'un de puissant veut faire quelque chose qu'il y arrivera. Dans ce cas-là, il n'y aurait jamais d'alternance politique, par exemple. Où les gens qui sont au pouvoir, dans les entreprises, ils resteraient toujours. Or, la recomposition du capital est intense. Vous avez eu l'apparition de, par exemple, Bolloré, Bernard Arnault, François Pinault, Stéphane Courbit, des fortunes très récentes. Alors c'est sûr que derrière, il y a des familles plus anciennes comme Peugeot, comme Michelin, etc. Puis derrière, vous avez des familles, on peut dire au moins européennes, internationales, comme Rothschild. Voilà. Mais si vous voulez, le comité des forges, qui était important, influent au XIXe siècle, effectivement, aujourd'hui, pendant longtemps, ça a été Antoine Seillière de Laborde, qui était président du CNPF, puis du MEDEF, qui représentait, il y a une continuité. Mais ça n'est pas automatique. Moi, je vois bien en politique, il y a un taux d'élimination absolument extraordinaire des gens qui rentrent en politique. Si vous voulez, quand on rentre en politique, même quand on est député, on n'est pas sûr de faire une carrière pendant toute sa vie. Il y a un très fort taux d'élimination. Donc tout n'est pas inscrit à l'avance. Moi je pense que c'est une erreur de voir une espèce d'enchaînement mécanique des choses, parce que si vous voulez qu'on prenne un exemple de le mécanique, il y a tellement de rouages qu'il suffit qu'il y ait un grain de sable, qu'il y ait une petite vis qui se décroche, qu'il y ait un truc pour que tout parte à volo et qu'il ne se produise absolument pas ce qui avait été prévu. Alors c'est simple, ou alors vous écrivez en langage très obscur comme les prophéties de Nostradamus, quoi. Mais personne n'a écrit il y a 50 ans ce qui allait se produire aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que 3 ou 4 ans avant, par exemple avant la crise financière, il y avait des gens qui disaient ça va péter. C'est une bulle, etc. Exactement comme il y a des gens qui disent en septembre ou octobre, la Grèce va faire faillite. Je pense que c'est faisable d'envisager ça, mais la Grèce ne fera peut-être pas faillite. Ce qui est extraordinaire quand on étudie les économistes, l'économie pour moi n'a jamais été une science.
Parce que autant vous pouvez étudier une partie, la microéconomie, où vous appliquez le rendement, le coût marginal, etc., sur le fonctionnement de l'entreprise, mais sur en macroéconomie, la macroéconomie, c'est absolument pas une science, puisque vous êtes incapable. Une science qui est capable de prévoir ce qui va se reproduire. Or, en matière d'économie, il se produit jamais ce qu'on avait attendu. D'ailleurs, on nous parle par exemple de Roubini aujourd'hui, ou Stiglitz, ou des gens comme ça, qui en gros ont dit qu'ils avaient prévu la crise de 2008, mais on n'a pas regardé ce que ces gens-là avaient prédit avant, mais ce qu'ils ont prédit depuis et qui ne s'est pas produit, vous voyez. Je n'ai jamais vu quelqu'un en économie qui ait toujours raison sur 50 ans. Si quelqu'un a raison sur 50 ans, il faut, mis à part, je dirais, François Pérou et Maurice Allais, il faut absolument leur donner le prix Nobel, et c'est des gens à suivre. D'ailleurs, pour ça que Maurice Allais et François Pérou, c'est les deux plus grands économistes français, parce qu'ils voient des tendances, ils ne disent pas il va absolument se produire ça. Pour en revenir à vos œuvres... Soyons modestes, à mes livres. À vos livres, mais qui sont quand même très importants pour qui veut comprendre certaines choses. En 95, vous avez donc publié Les guerriers d'Israël, enquête sur les milices sionistes, qui s'intéressait particulièrement aux bêtards. Aujourd'hui, d'après vous, où en est cette mouvance, cette milice? Et deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine, on va dire, infiltration ou récupération par les mouvements antifascistes d'extrême gauche? Parce qu'on a l'impression que ces fameuses milices sionistes sont plus très agissantes. Et qu'il y a eu une espèce de glissement ou de changement de stratégie. Non, enfin bon, il y a plusieurs questions, donc plusieurs réponses. Sur le premier point, le livre que j'ai publié sur les guerriers d'Israël, je pense a été largement à l'origine de la disparition du bétard en France. Parce qu'il a provoqué une très grasse crise interne. D'ailleurs, vous avez eu des représailles. Oui, ce qui a entraîné d'ailleurs, comme il y avait un vide, ça a provoqué la naissance de la Ligue de défense juive, voilà, qui est beaucoup moins bien connue, qui est plus clandestine, etc., etc., mais d'un autre côté également beaucoup plus marginale. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que à l'intérieur de la question juive, si on veut, il y a deux choses à distinguer. Il y a à distinguer Israël et la diaspora. Et Israël a souvent des avis très opposés à la diaspora. Israël méprise la diaspora, pour être très clair, parce qu'il considère qu'à partir du moment où il y a un État juif, il faut que les Israélites fassent leur aliyah et aillent en Israël. Et donc les gens qui ne l'ont pas faite sont priés de donner de l'argent, mais ils ne sont pas estimés, parce qu'ils sont considérés comme des lâches. C'est très très clair. Et les positions qui peuvent être tenues dans un pays n'ont aucune importance tant qu'elles ne concernent pas Israël. Je vais être très clair. J'ai été cité à plusieurs reprises dans le volume annuel de l'International Institute of Jewish Affairs, Institut international des affaires juives. J'ai été cité à ma grande surprise, c'est des ouvrages annuels que j'achète de temps en temps sur Internet aux États-Unis. Et j'ai été cité, Manuel Ratier, etc., fait documents. Jamais sur mes écrits, par exemple sur les milices juives ou le Bnei B'rith, etc., parce que j'avais publié des articles à propos d'Israël et des Palestiniens. Donc ça intéresse Israël. Mais ce qui peut se passer dans un pays, ça n'intéresse absolument pas les Israéliens. Il faut savoir que pour être très clair, les Israéliens, par exemple, actuellement, voient d'un très bon œil la montée d'un certain nombre de mouvements populistes et nationalistes en Europe. À partir du moment où ces pays soutiennent la politique israélienne. Mais, à la limite, ils peuvent être odieux avec la communauté juive en Flandre, en Italie, au Danemark, etc. Israël s'en moquerait à partir du moment où il les soutiendrait. Et ce qui est très symptomatique, c'est qu'effectivement, là, il y a quelques mois, il y a eu un certain nombre de dirigeants de premier plan de mouvements populistes, nationalistes, enfin ce qu'on pourra appeler cette frange nationalo-populiste en Europe, qui ont été invités en Israël, très bien reçus.
Tout simplement parce que à partir du moment où ils soutiennent la politique israélienne, ce sont des alliés réels. C'est d'ailleurs là tout l'enjeu. Et la ligne de rupture se produit sur la question palestinienne. Elle se produit sur rien d'autre. Et actuellement, pour répondre donc à la troisième question, il est évident que les organisations juives activistes ont très largement laissé tomber, n'attaquent plus ou s'intéressent pratiquement plus à la mouvance nationaliste, le GUD, etc., mais au contraire s'attaquent aux organisations pro-palestiniennes. C'est-à-dire que tel meeting de l'association de soutien à des médecins en Palestine, etc., va être attaqué. C'est les films actuellement sur toutes les un certain nombre de manifestations relatives à la question palestinienne, le Hamas, etc., qui sont attaqués par la Ligue de défense juive, mais ils n'attaquent pas les organisations nationalistes françaises, comme à certaines époques, ils ont pu vitrioler des gens, leur casser la figure, leur casser des membres, etc. Effectivement, il y a eu un très net changement. Ne serait-ce que, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un peu une redistribution des cartes, en particulier avec la politisation de la question de l'immigration. Donc vous ne voyez aucun lien avec la mouvance antifasciste française et Israël? Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est une autre question. Il faut savoir, il faut savoir quand même qu'il y a des éléments. Je dirais pas la mouvance antifasciste, mais les liens qui sont absolument extraordinaires qui existent entre les mouvements trotskistes et Israël. Ça, c'est évident. Il suffit de voir la composition des appareils pour voir. C'est paru dans un certain nombre d'ouvrages, etc. Là, une surreprésentation extrême des personnes d'origine juive ou israélite, le terme que vous voudrez. C'est la fameuse phrase de Krivine qui disait on aurait pu parler en yiddish au secrétariat, au bureau politique de la Ligue communiste, mais il y avait Ben Saïd, qui lui était un séfarade. Alors tous les autres étaient déjà ashkénazes. C'est une blague qu'on a vue 10 fois racontée dans tous les bouquins sur mai 68, quoi. Quand vous voyez que le Parti des travailleurs et quand vous voyez que Lutte ouvrière, également, les fondateurs sont extrêmement liés avec Israël. Ce qui est le cas dans la plupart des pays d'Europe. Donc on se demande toujours si effectivement il n'y a pas eu... Israël n'a pas deux fers au feu, ou s'il n'y a pas eu des infiltrations de type, pour être très clair, des services secrets, les Katsa, les officiers subalternes du Mossad, etc., qui doivent être un peu partout, quoi. Parce que c'est vrai qu'on remarque quand même que souvent la mouvance trotskiste, le résultat de son activité, généralement, c'est l'affaiblissement de la souveraineté, souvent derrière de la France, par toujours soutenir, on va dire, une politique et tout ce qui va dans le déracinement et le multiculturalisme. On voit qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus virulents sur ce front-là, ce qui fait penser, c'est vrai, qu'ils suivent une certaine ligne, un peu mondialiste, mais... de toute façon, c'est l'internationalisme trotskiste, hein. C'est toute l'opposition qui va exister entre Staline et Trotsky, où Trotsky veut exporter la révolution, et Staline dit il faut renforcer la révolution, il faut qu'on ait une base solide, donc il faut ne faire la révolution qu'en Russie, enfin ce qui va devenir l'Union soviétique, pour créer un appareil, développer le communisme, etc. Et puis après, on verra où on se développera en Europe ou ailleurs. Mais ça a toujours été typique, mais c'est pas moi qui le dis, il y a un certain nombre d'historiens qui se sont posé la question, par exemple pour savoir si mai 68 n'avait pas été en partie déclenché par un certain nombre d'organisations trotskistes, etc. Tout simplement parce que à la suite du discours du général de Gaulle en 1967, Israël, petit peuple sûr de lui, fier et dominateur ou quelque chose comme ça, quoi. Puis la contestation du dollar comme monnaie. Voilà, donc ça mettait en cause un certain nombre d'équilibres dans le monde qui étaient gênants. Et de toute façon, il y a un certain nombre d'historiens qui se sont posé la question sur ce sujet.
Vous avez écrit aussi en 98 un ouvrage intéressant sur le mouvement Ralfron. Vous citerez Anatomie d'un mouvement antifasciste, un nébuleuse trotskiste. Donc en fait c'est exactement le cœur de nos discussions, c'est-à-dire cette infiltration. Alors, le trotskisme, je veux dire, l'antifascisme, c'est le degré zéro de la pensée. C'est-à-dire que c'est un réductionnisme total qui empêche de réfléchir. C'est-à-dire que c'est un peu sur Internet, vous savez, il y a la loi de je sais plus qui, je crois que c'est le principe de Murphy, je crois, où quand, dans une discussion sur Internet, on commence à parler d'Hitler, il vaut mieux s'arrêter parce que on est sorti du rationnel. Et donc on est rentré dans un truc de type délire fantasmatique. Et l'antifascisme qui a été utilisé dans les années 30, puis dans les années 60, puis dans les années 80. Par exemple, dans les années 60, il est utilisé contre l'OS. Or, dans l'OS, il y a peut-être la moitié d'anciens résistants et d'anciens gaullistes. Bon. Mais c'est une espèce d'étiquette infamante. C'est Bertolt Brecht, le ventre de la bête immonde est toujours fécond. Donc c'est une espèce de serpent à 9 têtes dont, dans la mythologie germanique, on coupe les têtes et elles repoussent à mesure, quoi. Mais c'est réellement, intellectuellement, je ne comprends même pas comment on peut être opposé, par exemple, au Front National, on peut être opposé à l'œuvre française, on peut être opposé au mouvement national républicain, on peut être opposé à toutes sortes de gens. Mais l'antifascisme, c'est pas la clé. L'antifascisme n'explique rien. L'antifascisme, c'est la pensée des imbéciles. Ça paraît grotesque à dire, mais c'est un réductionnisme total. À partir de ça, on disqualifie tous les gens. Moi, j'ai toujours eu pour principe que si quelqu'un de gauche dit quelque chose d'intelligent, il faut le reprendre pour soi et considérant que c'est intéressant. Par exemple, Arnaud Montebourg aujourd'hui, qui est pour la démondialisation, c'est une bonne chose. C'est pas parce que Arnaud Montebourg va être pour la démondialisation qu'il faudrait que maintenant je sois contre. Oui, bon. Or, là, on en est arrivé à un truc qui est très clair dans l'analyse de Terra Nova, qui est le think tank qui travaille, enfin le réservoir de pensée qui travaille pour Dominique Strauss-Kahn, où ils disent les ouvriers pensent mal, donc il faut les abandonner à leur sort parce qu'ils votent mal, et puis de toute façon c'est pas des gens, à la limite c'est des crasseux, c'est du racisme de classe, et donc il faut se tourner vers la mère célibataire et les immigrés déracinés parce que eux ils votent à gauche. Oui, c'est du racisme de classe total. C'est les bobos qui considèrent que ça fonctionne plus comme ils voudraient. Et c'est ça d'ailleurs la grande escroquerie du communisme. Le communisme dit qu'il faut qu'il y ait la dictature du prolétariat et que le parti va être l'avant-garde du prolétariat. Mais le parti, qu'est-ce que c'est ? Le parti, c'est des technocrates, c'est des fonctionnaires, c'est des instituteurs, c'est des enseignants. En réalité, c'est une couche de déclassés de la bourgeoisie. Mais c'est absolument pas le parti communiste dans n'importe quel pays n'a jamais été un parti d'ouvriers. C'est des partis de pseudo-ouvriers. Et on pourrait dire qu'effectivement, quand on voit les résultats que réalise Marine Le Pen dans les sondages auprès des ouvriers, on pourrait dire que et ça peut le devenir, le Front National peut être l'avant-garde du prolétariat. Très curieux parce que c'est l'inversion totale du communisme. À partir du moment où ils sont antimondialistes, où ils défendent l'État, où ils défendent les acquis sociaux qui ont été obtenus par des luttes pendant 150 ans, etc., on peut dire que le Front National est en train de devenir l'avant-garde du prolétariat français. Voilà. Pas du lumpen prolétariat, du prolétariat. Et donc, pour en revenir au sujet justement de l'influence extérieure sur des mouvements... Oui, sur Ralfron, excusez-moi, je reprends. Voilà. Sur Ralfron, c'est très simple. Ralfron n'a jamais servi à quoi que ce soit, puisque c'est un immense échec. Ils n'ont jamais rien fait d'efficace contre les idées nationalistes ou populistes. Ça, ils n'ont jamais obtenu. Elles n'ont pas arrêté d'augmenter en pourcentage. Donc on peut considérer que ces gens-là se sont trompés. Ralfron n'a servi qu'à une chose. Elle servait de vivier pour trouver de futurs militants trotskistes qui rentreraient dans l'appareil trotskiste et verseraient de grosses cotisations. Ils ont toujours fait ça. Ils travaillent avec des courroies de transmission, une espèce d'organisation des associations satellites, où on va sélectionner les meilleurs qui vont rentrer à l'intérieur du parti.
On pourrait C'est dire à ça, quoi. Et ils l'ont supprimé à partir du moment où ça servait plus, que ça fonctionnait plus comme ça. Exactement comme SOS Racisme a été une organisation qui a été fondée par le Parti Socialiste et François Mitterrand, et où on a sélectionné un certain nombre de personnes présentables, ce qui fait que vous avez par exemple Harlem Désir, qui est le numéro 2 du Parti Socialiste, et qui normalement doit prendre la tête du Parti Socialiste si Martine Aubry est candidate à l'élection présidentielle. Je crois que les gens n'ont pas encore... et là, ça va poser un vrai problème. Parce que si Harlem Désir prend la tête du Parti Socialiste, mais Harlem Désir, c'est Dominique Strauss-Kahn, en moins riche. Mais c'est un bobo, quoi. C'est pas un militant, c'est pas un... C'est un beau parleur, c'est d'ailleurs c'est un tramway de mes désirs, enfin c'est rien d'autre, c'est pas Pierre Mauroy, c'est pas les Corons du Nord, quoi. C'est un type exotique, enfin il n'est pas du tout enraciné dans le terreau du socialisme français. Donc ça pourra pas prendre. Et là, ils vont avoir un gros problème. Le Parti socialiste est en train de se détruire en ce moment. C'est que le meilleur perde. Hein. Donc déjà Strauss-Kahn a perdu, et là ils sont en train de se déchirer entre François Hollande, son ancienne femme, ce qui est ça qui est extraordinaire, Ségolène Royal, Martine Aubry, Arnaud Montebire, Pierre Moscovici, Manuel Valls, etc. Ils vont exacerber toute leur rancune pendant l'été, il va y avoir un vote, ils vont voter en octobre, ils vont décider qui va être le candidat en novembre, et on va nous dire qu'en novembre, ils vont tous bien s'entendre pour essayer de prendre le pouvoir. Moi, à la limite, je serais Sarkozy, je distribuerais de l'argent pour qu'il y ait encore 4 ou 5 candidats qui s'autodétruisent. Justement, à propos de la distribution d'argent, pour en revenir à toutes ces officines, Ralph Front, les mouvances féministes, le CRAN, j'avais lu, et je pense que vous avez aussi relevé ce sujet-là dans Fait Document, le financement par la Fondation Ford et des mouvances liées infiltrées par la CIA, de toutes ces associations depuis les années 70, et encore plus récemment depuis les années 2000. Ce financement, ces fonds extérieurs qui est souvent des États-Unis, mais via aussi des fondations proches d'autres pays. Où en est la situation en 2011 ? Alors, c'est pas très facile. Bon, moi j'ai fait une étude sur l'influence américaine dans les banlieues françaises, avec le fait qu'ils ont une politique très particulière. C'était des documents qui étaient parus pour Wikileaks, que j'ai traduit. Bon. Mais ce que vous dites, c'est... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le féminisme, la promotion de l'homosexualité, qui est devenue une espèce de... Je veux dire, admettons qu'il y ait 5% d'homosexuels en France. Même 10% d'homosexuels si on veut. Ça occupe 70% du temps radio et du temps télévision et des journaux. Et d'abord, on a dépénalisé l'homosexualité. Je ne dis pas que ça soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Je dis on a dépénalisé l'homosexualité. Ensuite, on a dit le Pacs. Et puis après, il y a eu des extensions, les cartes SNCF avec réduction, les réductions dans les hôtels, les réductions dans les avions, le fait qu'on touchait une demi-retraite, en fait, etc., etc. Maintenant, on a deux grandes discussions qui sont le mariage des homosexuels, avec toujours des idiots utiles de l'UMP qui vont voter, alors on va dire oui, le débat est engagé. On sait déjà où le débat va mener. Et puis, l'adoption d'enfants par les homosexuels. On vous dit oui, mais alors à chaque fois ils essayent de trouver un truc formidable. Il y a un homme qui était une femme qui a changé de sexe, il se marie avec une femme qui était un homme, en fait, etc. Et donc ils peuvent se marier. Bon, on arrive à des trucs aberrants. Oui, ça s'est fait une fois. Pourquoi ça se ferait pas 200 000 fois ? Mais toute l'attention du public est attirée là-dessus, exacerbée. Donc elle est attirée sur la mauvaise intégration des immigrés. Elle est attirée sur, je dis bien la mauvaise intégration, je ne dis pas qu'il n'y en a pas une bonne. L'homosexualité, le féminisme, les congés pour les papas pour s'occuper des enfants et pousser la poussette. Enfin, un père normal, il pousse la poussette. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Bon, je m'énerve. Donc, dans ce genre de choses, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des leurres. Il y a quelqu'un qui l'a très bien compris, qui est Theodor Kaczynski, qui s'appelle Yuna Bomber, et qui a écrit un livre extraordinaire là-dessus. Donc il explique que si on veut faire une révolution, il faut éliminer tous les groupes gauchistes, tous les groupes féministes, tous les groupes homosexuels et tous les groupes de défense de la nature. Alors que lui-même est un écologiste profond, c'est-à-dire l'écologie en profondeur. Parce qu'il dit que ce sont des faux révolutionnaires. Et moi, sans reprendre cette phraséologie,
on se rend compte que depuis 15 ou 20 ans, en France, les salaires n'ont pas augmenté, ils ont même régressé. Parce que la productivité a énormément augmenté. Donc les gens devraient gagner plus. Or, ils ont de plus en plus de mal à gagner leur vie. Peut-être que leurs salaires nominaux ont augmenté, mais en fait, ils ont de plus en plus de charges. L'immobilier a énormément augmenté, l'essence pour les voitures a énormément augmenté, il y a eu la CSG, il y a énormément de charges nouvelles qui se sont créées. Les appartements, il faut avoir des assurances. Quand on veut vendre, par exemple, un appartement, il faut faire le plomb, les termites, les carrières. Maintenant, ils ont ajouté le bilan thermique, le bilan CO2. À chaque fois, c'est de l'argent en plus qui sort de chez vous et qui va dans la poche des groupes d'assurance internationaux. Bon. Donc, faute la haute finance, faute de vouloir, parce qu'il le pourrait, de vouloir augmenter réellement les salaires, attire tous les gens qui réfléchissent pas, donc notamment les gauchistes, sur un faux problème, sur un plan qui est faux, qui est le plan social et culturel. C'est-à-dire qu'on va dire, ah oui, on ne peut pas augmenter les salaires, mais dans l'entreprise, on va faire une journée pour les bi, gays, lesbiens, transsexuels. Vous pensez si dans une entreprise, il y a beaucoup de transsexuels qui sont concernés? Il n'y en a pas. Mais on va vous dire, par exemple, le féminisme. On va vous dire la journée de la charte de la diversité. Tout ça, c'est du bluff pour ne pas augmenter les salaires. La réalité, c'est que par la multiplication de la redistribution, la mauvaise préparation des retraites, l'allongement de la vie, etc., les gens vont travailler de plus en plus pour gagner de moins en moins. Mais comme les gens qui regardent la télévision, moi je ne regarde jamais la télévision, ont une drogue qui leur pénètre pendant 3 ou 4 heures par jour dans toutes les veines et dans tout le cerveau, ils sont prêts à s'embarquer dans des histoires à dormir debout, c'est-à-dire, ah oui, c'est super important qu'un homosexuel puisse adopter un enfant. Or, c'est un problème totalement mineur. Je ne dis pas qu'il faut être pour ou qu'il faut être contre, je ne me place même pas sur point de vue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des leurres qui sont utilisés par les politiques à la demande de la finance internationale pour surtout maintenir les dividendes des gros actionnaires et des fonds de pension américains et que les ouvriers français, les salariés français et les professions libérales françaises ne puissent pas augmenter leurs revenus. Voilà. C'est ça la clé des choses. C'est que, par exemple, l'antifascisme, c'est un truc formidable. Parce que l'antifascisme, ça empêche l'éclosion d'un certain nombre que les gens prennent conscience qu'effectivement, la mondialisation ne leur a rien rapporté, que l'euro est une escroquerie, qu'on ne peut pas avoir la même monnaie en Europe quand vous avez des pays comme la France où vous avez la plus forte productivité du monde par heure travaillée, et vous avez des pays comme la Grèce, voire bientôt comme la Turquie, ou Chypre par exemple. Allez voir comment les gens travaillent à Chypre, ça n'a rien à voir en productivité avec la France. Mais donc, on sert aux gens pour les empêcher de penser à ça, c'est-à-dire, pour être très clair, de penser d'une manière nationaliste et populiste. On va utiliser l'antifascisme en disant, mais c'est Oresco Referens, quoi, c'est le diable. Voilà. Donc à partir du moment où on dit le nationalisme c'est le diable, c'est le fauteur de guerre, etc., on est discrédité, mais ça empêche les gens de réfléchir. Oui, c'est-à-dire porter toute l'attention en permanence de la sur société, les choses importantes. Sur le sociétal au détriment du social, des vrais problèmes. Voilà, aller à la marge, jamais taper, bon, voilà. Faire diversion. Mais c'est une diversion totale, c'est ce qu'on appelle en Angleterre les spin doctors. Et on voit aussi... C'est ce qu'on fait en ce moment, là, que vous allez voir, cette espèce de campagne sur... tous les jours, il y en a une nouvelle, c'est le harcèlement sexuel en ce moment. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de harcèlement sexuel. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il est actuellement mis en œuvre par l'Élysée et le ministère de l'Intérieur. Tout à fait, parce qu'on voit très bien qu'on a du mal, quand on parle des vrais problèmes, c'est-à-dire la perte de souveraineté monétaire, économique, les problèmes que nous pose l'euro et le mondialisme et l'Europe. On est tout le temps effectivement parasité par tous ces problèmes sociétaux, mais à la marge, qui devraient être des choses à la marge, et bizarrement c'est toujours mis en avant. C'est ce qu'on arrive au résultat qu'aujourd'hui, par exemple, on va sur le site des jeunes socialistes, on voit les priorités des jeunes socialistes, c'est la reconnaissance des transsexuels, l'adoption par des homosexuels des enfants, le mariage homosexuel, enfin c'est dans les priorités aujourd'hui. Exactement comme à l'UMP. Mais je répète que
Je prends pas même position là-dessus. Même si j'y suis totalement opposé. Mais ça n'a aucun intérêt, à mon avis. Inversement Ce qu'il y a, total. c'est que c'est purement un leurre. Voilà. Un inversement total des priorités et des Voilà. valeurs. On veut surtout... Les radios, les télévisions, les journaux sont remplis de choses qui n'ont strictement aucun intérêt. Regardez, en France, on a parlé pendant 3 semaines de Dominique Strauss-Kahn. Je veux dire, matin, midi et soir, on savait ce qu'il avait au petit Mais déjeuner. c'est devenu un feuilleton télévisé. Mais c'est un... De toute façon, on distingue de moins en moins, avec Internet, entre la réalité et la fiction. Et d'ailleurs, maintenant, on fait des docu-fictions et des fictions docu. Voilà. Et on prétend rencontrer des vrais gens, c'est ça qui est formidable. Ils sont incapables de parler en français, donc on rencontre des vrais gens dans la vraie vie. Voilà. C'est... c'est Hollywood en permanence. Alors en plus, bon, je ne vais pas reprendre les vieilles anciennes, mais on s'intéresse qu'au train qui déraille, pas au train qui arrive à l'heure, quoi. Et la médiocrité des reportages, des pseudo-enquêtes sur la question de la drogue, la question de la violence dans les banlieues, la question de l'éducation nationale, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, les mêmes poncifs. C'est très très rare qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et surtout, on n'aborde jamais les questions de fond. Jamais. Vous prenez enfin bon, continuons. Je crois que c'est Orwell qui avait dit, c'était une phrase, il disait que la démocratie périclitait parallèlement à l'augmentation de la pornographie dans la société. Mais oui, mais c'est l'inversion totale des valeurs. C'est le mensonge, c'est la vérité, la servitude, c'est la liberté, etc. C'est exactement ça. Pour aborder encore un de vos ouvrages qui est aussi très intéressant, c'est l'Encyclopédie des changements de nom depuis 1963. Et c'est vrai que quand on plonge dans ces 2 tomes, enfin, je crois qu'il y a 2 tomes, et je vais bientôt en sortir un 3e. Voilà. Donc le premier en 95, le deuxième en 98. C'est assez intéressant de voir, c'est vrai qu'énormément de personnages de la vie politique, médiatique, même intellectuelle, ont changé de nom dans leur vie. Alors en quoi pour vous ça vous a donné envie de publier des encyclopédies comme ça Alors je vous dirais, en fait c'est parce que Henri Coston l'avait fait depuis la loi de Germinal de 1805, si mes souvenirs sont bons, en 2 volumes jusqu'en 62. Et que c'était un travail qui intéressait les généalogistes, un certain nombre de gens qui s'intéressaient à l'histoire en général. Et donc moi j'ai décidé de le continuer, mais d'ailleurs d'une manière beaucoup plus détaillée, parce que lui mettait par exemple et leurs enfants mineurs, et moi je mets les prénoms des enfants, la date de naissance, le lieu de naissance, etc. Ce qui permet d'être beaucoup plus efficace pour travailler. Ce sont des ouvrages qui rencontrent strictement aucun succès. Mais je l'ai fait quand même parce que je considère que c'est important. Et en plus parce que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que je me suis toujours intéressé à l'évolution des noms, parce qu'il y a un certain nombre de constantes qui apparaissent dans les changements de noms. Il y a toujours, par exemple, une proportion. On n'a jamais totalement enterré la noblesse en France. C'est-à-dire que la tête du roi a été coupée, la tête de la reine a été coupée, il y a eu des persécutions absolument incroyables, mais il y a toujours des gens qui adorent... on peut dire qu'en ce moment, la plupart des gens qui ont une particule, c'est de la fausse noblesse. Et il y a l'aristocratie française regroupe moins de 4000 familles. Or, vous avez peut-être 30 ou 40 000 familles qui ont des particules. Et ça continue toujours. Et bon, c'est la fameuse histoire... c'était Monsieur Giscard, donc à 2 générations, à 1 ou 2 générations, donc le père ou le grand-père de Valéry Giscard d'Estaing, et qui donc devait relever un titre, donc il devait racheter, la dernière personne avait accepté de leur vendre le terre, ça s'appelait de la Tour Fondue. Et donc ça aurait donné Giscard de la Tour Fondue. Je pense que s'il y avait eu Giscard de la Tour Fondue, il n'aurait pas été élu président de la République. Ouais, voilà. Non mais il y a des... Alors, bon, il y a d'autres... Il y a ça, il y a une volonté de se fondre dans la masse. Donc, il y a... la jurisprudence est très claire, c'est dans le but d'intégrer les gens. Alors, bon, il y a des exceptions, par exemple, quand les enfants sont reconnus
par un second père parce que le père les a abandonnés, ou la mère qui a divorcé et le père a disparu. Enfin, c'était des choses qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, ça existe. Mais vous avez... il y a les noms ridicules. Cocu, gros sein, bonichon, etc. Toujours les mêmes blagues. On croirait que ça a disparu. Il y en a toujours qui changent de nom. Ils se reproduisent. Donc ça prouve que c'est pas un handicap pour se marier. Et puis, vous avez un certain nombre de gens qui choisissent de changer de nom. Donc, en particulier, il y a une surreprésentation des personnes d'origine israélite, qui en général, d'ailleurs, intéressant, prennent des noms de régions, de villes, Dijon, Limousin, Picard. C'est très particulier. Ils prennent des noms de lieux pour mieux s'enraciner. Voilà. Et puis vous avez des gens, toutes sortes de gens. Donc on voit un peu toutes les générations de l'immigration qui succèdent. Donc vous avez eu des Polonais, des gens des pays de l'Est qui en général supprimaient un certain nombre de S, Z ou de Y, et puis avaient tendance à réduire leur nom. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de Vietnamiens, de Chinois, d'Asiatiques qui changent, etc. Et puis vous avez toujours des personnages. Moi, c'est ça, ce que je préfère, c'est des personnages très curieux. Où par exemple, vous avez des gens, par exemple des Africains qui sont arrivés en France il y a un certain temps et qui s'appellent Sida. Et à la suite du développement du sida, ils demandent à changer de nom parce que c'est gênant pour eux de ça s'appeler sida. Voyez. Ou, il y en a d'autres, ça m'a toujours fait rire, régulièrement vous avez des Le Pen qui changent de nom. Voilà. Et d'ailleurs qui obtiennent, parce qu'il faut quand même justifier, et ils obtiennent le droit parce que c'est trop dur à porter de s'appeler Le Pen. Voilà. Il y a eu des Maigret aussi qui ont demandé à changer de nom. Je ne sais pas si un jour il y aura des Soral qui demanderont à changer de nom, mais vous voyez, c'est toujours amusant de suivre ça. Et puis alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, effectivement, au milieu de tout ça, il y a un certain nombre de gens qui vont réussir et qui, si on n'avait pas les dictionnaires que j'ai, on ne saurait pas leur nom d'origine, puisque ça figure nulle part. Une fois que vous avez changé de nom, on peut citer votre nom, mais c'est plus indiqué nulle part, y compris à l'état civil. Si vous faites une demande de fiche, vous ne l'avez pas. Donc ce genre d'ouvrage est quand même assez intéressant. Ça avait beaucoup énervé M. Gobert quand j'avais expliqué qu'il s'appelait Goldenberg. Voilà. Enfin, à l'origine. Voilà. Donc c'est un travail de bénédictin ou de fourmi, mais c'est le genre de travaux que j'apprécie parce que c'est un début et une fin. C'est-à-dire qu'il faut éplucher l'intégralité du journal officiel, regarder les changements de nom. J'avoue, j'avais commencé, j'ai abandonné, parce qu'il y a également des changements de nom au moment des naturalisations. Et comme l'année dernière, il y a eu 165 000 naturalisations qui sont toutes parues au journal officiel, c'est vraiment trop long à lire. Donc je ne le fais pas. Mais, et par ailleurs, c'est quand même très symptomatique, le journal officiel est pratiquement intégralement lisible sur Internet. Mais les changements de nom et les naturalisations n'y figurent pas, il faut être abonné à l'édition papier. Donc il y a une volonté du gouvernement de cacher ça. Pourtant, c'est sur des documents publics. Mais je sais que ce genre de livre les ennuie beaucoup. Oui, c'est pour ça que je les publie. Récemment, des personnes ont découvert que, par exemple, anecdote, Anne Sinclair il s'appelle Schwartz. avait changé de nom. Voilà, oui. Et c'est son père qui a changé de nom, et ils en ont profité pour qu'il change de nom. J'ai publié l'extrait qui est paru au journal officiel pour la première fois dans un des derniers numéros de Faits et Documents. Je voudrais juste revenir, sans approfondir, parce que vous l'avez déjà fait dans d'autres émissions, sur le fameux Club Le Siècle, parce que c'est assez intéressant de relever que vous avez quand même été en 96 le seul à faire connaître ce cercle de pouvoir, qui a mis le temps, mais bon, on peut s'en réjouir, je crois, aujourd'hui, à être tombé aujourd'hui dans le domaine public de plus en plus. Donc vous avez écrit un volume, votre première enquête, c'était Au cœur du pouvoir, enquête sur le Club Le Siècle, le club le plus puissant de France. Vous en faites une réédition aujourd'hui, entièrement remise à jour. Voilà. C'est-à-dire que j'ai réactualisé toutes les biographies. C'est-à-dire que les biographies qui s'arrêtaient en 96, je les ai continuées, sauf si les gens étaient morts, mais j'indique la date de décès. Et puis il y a 700 ou 800 nouveaux entrants dont j'ai publié les biographies. Quoi. Voilà. Donc c'est un travail également énorme, parce que c'est un livre, il fait, je crois, 700 ou 800 pages. En petit caractère, j'aime bien les œuvres. Et en fait, si j'écrivais des ouvrages plus petits, si je résumais le siècle en 150 pages, il se vendrait beaucoup mieux le livre. Mais en fait, ça m'intéresse pas parce que je fais un travail en profondeur. Et moi, mes livres, ils auront de l'importance. Ils ont déjà de l'importance, mais ils auront de l'importance
plus tard, par exemple, les ouvrages dont je suis le plus fier, c'est mes 2 tomes de l'encyclopédie politique française. Je pense que quelqu'un qui va écrire l'histoire des hommes politiques en France, pour le moment entre 81 et 2010, s'il n'utilise pas mes ouvrages, il passera à côté de la plaque. Parce que j'ai réuni une telle somme de documentation, j'ai fait des synthèses de... Par exemple, la biographie de Lionel Jospin, par exemple, m'a demandé 3 semaines de travail, si vous voulez. Et quand vous la lisez, c'est un livre complet. Ou par exemple, celle de Jacques Chirac. Donc, il n'y a aucun commentaire, c'est rempli de renseignements, de dates, de notes, de renseignements extrêmement précis, de données chiffrées, etc., de citations. Vous avez un vrai portrait avec de la chair, vous avez l'impression de voir l'homme. Ouais, c'est vraiment un travail minutieux qui est très peu pratiqué aujourd'hui par le journaliste, il faut le dire. Vous êtes quasiment le dernier journaliste. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui le fassent, et je n'en connais pas. De cette trempe à vraiment aller gratter derrière là. C'est-à-dire qu'il fallait commencer très tôt. Moi, j'ai commencé vers 16-17 ans à faire ça, et après, je suis remonté en arrière, au moins 5 ou 6 années avant. Donc en gros, j'ai une documentation qui commence, mais parfois j'ai eu la chance de récupérer des choses plus anciennes, elle commence au minimum en 1970. Donc sur des gens qui ont une carrière politique, j'ai au moins 40 années de coupures de journaux, d'articles, d'interviews, de photos, de documents confidentiels, de journaux de propagande, etc. Donc c'est un travail de classement qui est absolument colossal. Et c'est vrai que c'est très long. Plus on a de documentation, plus c'est difficile effectivement d'en faire la synthèse. Mais ça permet d'avoir des portraits, des vrais portraits très enrichis, et pas une fiche sèche comme le Wouzou ou lamentable, je le répète, comme Wikipédia, dans lequel il n'y a pas de données. Enfin, il y a quelques données, mais tout ce qui est important manque. Il faut voir que dans Wikipédia, vous n'avez jamais les cercles d'appartenance des gens. C'est-à-dire les endroits où ils se rattachent. Vous n'avez jamais l'appartenance à la franc-maçonnerie. Vous n'avez pas l'appartenance au siècle. Vous n'avez pas... Parce que, pour donner un exemple, les censeurs de Wikipédia considèrent que mon livre n'est pas sérieux. Donc, quand les gens mettent machin est au siècle, ils disent « Ah ben non, c'est paru dans le livre de Ratier, c'est pas sérieux, quoi. » Mais que j'ai les annuaires en ma possession, je ne vais pas les mettre en ligne, quand même. Enfin, c'est pas très surprenant. Non, mais c'est absolument incroyable Wikipédia est très censuré. Le discrédit dans lequel on essaye dans lequel on me jette, et dans lequel le discrédit on essaye de dévaloriser mon travail. Et ça m'énerve profondément, parce que j'ai sacrifié vraiment une carrière qui aurait pu être beaucoup plus financièrement intéressante pour moi. Je veux dire, moi, les gens de ma promotion, ils sont directeurs du Monde, directeurs de l'Expansion, vice-président de TF1, des choses comme ça, quoi. Et moi, j'ai considéré qu'il fallait faire un travail en profondeur, et donc, en gros, l'argent m'intéressait pas, même s'il faut bien survivre. Et donc, ça m'énerve quand on met en doute mes travaux, quoi. Mais moi, le bulletin que je publie, tous les 15 jours, qui s'appelle Fait Document, qui fait 12 pages, à chaque fois, je risque 10 procès. Mais j'en ai jamais. Parce que les gens, ils savent que si ils disent non, mais c'est faux, je vais leur sortir le document qui leur montre que c'est vrai, quoi. Voilà. Pour terminer cet entretien, je voudrais quand même aborder un sujet sûrement très peu connu. C'est concernant les attentats du 11 septembre, où peu de personnes savent que vous êtes le premier, peut-être, je ne sais pas, au monde, en tout cas en France, avant Thierry Meyssan, à avoir relevé les incohérences, en tout cas les choses troublantes concernant les attentats de New York et du Patagone. Vous êtes le premier en France à l'avoir fait. Et d'ailleurs, je crois que Thierry Meyssan a été en contact avec vous. Vous avez un peu travaillé avec lui sur son livre. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, je me suis intéressé, c'est-à-dire, comme lui au début, à l'affaire du Pentagone qui ne tient pas la route, quoi. Voilà. Mais j'ai récupéré un certain nombre de choses qui existaient à l'époque sur Internet, qui ont disparu depuis. C'est là toute la durée de vie sur Internet des informations est de 3 semaines, contrairement à ce que les gens croient. Ça disparaît très très vite. Il y a des choses qui vont rester, mais il y a énormément de choses qui disparaissent extrêmement vite. 3 semaines, la durée moyenne de vie d'une information. C'est beaucoup moins... c'est pour ça que moi je garde tout sous forme papier, parce qu'au moins ça résiste quand même au temps pendant 200 ans si ça brûle pas, quoi. Mais l'avion du Pentagone, c'est une escroquerie de A à Z. Parce que
pour ne donner qu'un exemple, si on prend la thèse officielle, il y a un avion qui percute le Pentagone, qui se transforme en boule de feu, qui éclate de partout, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas de morceaux. Donc admettons cette théorie. Bon, mais dans l'avion, il y a des gens. Or, ces gens, on rend les cadavres légèrement brûlés en bon état aux familles. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, non, si un moteur Rolls-Royce d'avion, c'est-à-dire avec du tungstène, des aciers hyper puissants, se dissout, je suis désolé, on ne rend pas les corps en bon état aux familles. Or, les familles, j'ai les entretiens des familles parce que c'est paru dans le journal de Seattle, le journal de San Francisco, etc. Tous les gens, les journalistes sont allés les voir quand ils avaient quelqu'un qui était mort dans cet avion. Ils disent oui, on nous a rentrés, et d'ailleurs on les a identifiés avec l'ADN. Bon, et l'ADN disparaît à 115 degrés. Au-dessus, vous avez de la viande cuite. Voilà. Donc si on identifiait les gens avec l'ADN, ça veut dire qu'il ne faisait pas chaud dans l'avion. Bon, or, si l'avion s'est dissous, il devait faire très très chaud. D'ailleurs, on a vu, ça a brûlé pendant des heures et des heures. C'est pour ça que je dis que ça ne tient pas la route. Voilà. On ne peut pas rendre des corps en bon état aux familles, légèrement brûlés, hein, mais en bon état aux familles, y compris la famille du pilote de l'avion, où la femme du pilote et ses enfants déclarent qu'ils ont vu les coups de couteau dans le corps de leur mari, ou de leur père. Quand on voit le rabbin du Pentagone qui dit qu'il est rentré dans la carlingue de l'avion et qu'il a vu un de ses parce qu'il dirige une synagogue et une librairie juive orthodoxe, où il dit qu'il a vu un de ses pratiquants dans l'avion qui avait une Magen David autour du cou, c'est-à-dire un sceau de Salomon. C'est vraiment prendre les gens pour des crétins. Parce que soit le rabbin ment, mais un rabbin normalement il ment pas, c'est comme un prêtre. Soit c'est un gigantesque montage, parce que vous pouvez pas avoir un avion qui se dissout et que les gens qui sont rentrés théoriquement dans la carlingue de l'avion disent ils étaient assis à leur siège et ils avaient leurs bijoux autour du cou. Voilà. Donc moi, je n'en sais pas plus, j'ai pas les moyens d'aller plus loin. Je peux pas aller aux États-Unis, je ne peux pas consacrer ma vie. Vous savez, il y a des gens, ça fait 50 ans qu'ils consacrent leur vie à l'assassinat du président John Kennedy à Dallas. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais là, il y avait des incohérences qui étaient évidentes, et donc au bout d'une journée, je me suis dit, ça ne tient pas la route. Dès les premières heures, vous avez... Voilà. Mais évidemment, je n'ai pas sorti de livre, parce que si j'avais sorti un livre, je l'aurais vendu à 1000 exemplaires, et le sujet aurait été grillé. Donc c'était beaucoup plus intéressant que Thierry Messon le sort, parce qu'à l'époque, il était très très bien vu dans les milieux de gauche, il était très bien vu, il avait ses entrées ouvertes au Monde, à l'événement du jeudi, il était très bien, il était un des cadres nationaux du Parti radical de gauche, etc. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement apprécié des journalistes. Et d'ailleurs, quand il a publié sur son bouquin, d'ailleurs, je lui ai envoyé un petit mot, on lui disait « Bienvenue au club des maudits ». Voilà. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit « Mais non, mais pourquoi vous m'écrivez ça ?» Je lui ai dit « c'est pas grave, on se reverra dans un... Vous m'appellerez dans un an. » Au bout d'un an, il m'a appelé en me disant « Oui, j'ai compris. » Voilà. Bon. Et c'est pour ça qu'il a changé du tout au tout depuis. Parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il racontait gênait. Voilà, et gênait vraiment. Oui, et puis il a été rapidement gratifié de il était traîné dans la boue, etc. Ouais, bien sûr. On commence à taper où ça fait mal. Oui, non, c'est que... Voilà, c'est le degré zéro. Thierry Messon, qui a été à l'origine du comité de vigilance contre l'antifasciste qui a toujours été un type de gauche, etc. Aujourd'hui, il est traité de fasciste. Je veux dire, l'antifasciste, c'est vraiment le degré zéro de l'intelligence politique. Voilà. Messon, il n'a jamais été fasciste. Je veux dire, il n'a jamais été au Front National. C'est lui qui a été à l'origine de la commission d'enquête sur le service d'ordre du Front National. Je veux dire, il était à l'appel de 250. Je veux dire, c'était un opposant. Il suffit de lire les notes du réseau Voltaire. C'était un opposant total au Front National. Donc, faut pas le. Je veux dire, et quand on voit qu'il est traité de fasciste aujourd'hui, c'est du délire intellectuel, du délire. On est toujours le même procédé. C'est toujours le même. Empêcher tout c'est débat. la démonisation. Voilà. Quand vous êtes un démon, vous n'êtes plus un être humain. En tout cas, monsieur Arati, je vous remercie beaucoup de cet entretien. Je serre la main à un démon, parce que vous faites partie de la famille des gens démonisés. Et j'espère que cet entretien permettra de porter un peu d'attention sur ce que vous avez, tous vos travaux d'enquête. Je tiens à signaler que la plupart de vos ouvrages vont être en vente sur la boutique Contre-Culture, qui est en lien sur le site Égalité et Réconciliation. Monsieur Arati, merci beaucoup. Au revoir.